Sans plus tarder, je me propose de donner la parole à Christelle Ledeliou, qui est notre directrice adjointe du Jardin des Sciences, pour un petit mot d'introduction. Effectivement, en tant que directrice du Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg, je souhaitais vous souhaiter la bienvenue dans ce planétarium pour la première d'Epic Époque. Epic Époque, c'est un nouveau format de rencontre que propose l'Université de Strasbourg et donc le Jardin des Sciences. On est habitué aux rencontres, vous savez, on les propose depuis quasiment 25 ans. Il y a sûrement des fidèles, et j'en reconnais même déjà dans la salle, des rencontres du jeudi soir qu'il pouvait y avoir à l'Amphi Cavaillès. C'est vrai qu'on a souhaité faire évoluer ce format pour peut-être, on espère, répondre mieux en tout cas aux enjeux d'aujourd'hui. Et les enjeux d'aujourd'hui, il nous semblait intéressant peut-être d'en faire moins, puisqu'il y en aura une fois par mois, mais de faire différemment, notamment en proposant à différentes personnes, à plusieurs personnes d'intervenir pour proposer des éclairages, des décryptages d'une thématique, mais plusieurs pour avoir en fait des vues disciplinaires différentes. Donc je remercie évidemment ceux qui aujourd'hui se prêtent à l'exercice, puisque c'est la première fois. Et en plus, vous êtes dans un lieu insolite, le planétarium. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de venir voir un spectacle de planétarium, puisqu'on a ouvert début juillet. Si ce n'est pas le cas, venez, je vous conseille. Il me paraît que c'est bien. Et donc, ce nouveau format de rencontre, Epic Époque, vous aurez compris, outre le fait d'inviter plusieurs personnes, l'idée c'était de répondre à une thématique qui répond à une actualité. Non pas une actualité de la semaine ou du mois, mais un enjeu contemporain important, d'où l'idée là d'aller sur l'intelligence artificielle. Et on aura des thématiques qu'on vous donnera sûrement à la fin, et donc pour le mois de novembre, puis pour le mois de décembre, etc. La petite innovation aussi, c'est en fait la présence d'une illustratrice à l'arrière en régie, qui s'appelle Violaine Leroy, que je remercie aussi d'avoir accepté le défi, puisqu'elle va illustrer en direct cette rencontre pour pouvoir en garder trace. Et donc dans les prochains jours, sur le site ou sur les réseaux du Jardin des Sciences, vous pourrez retrouver ce qu'elle aura croqué en fait de cette soirée. C'est un essai, donc on est content aussi si vous nous donnez des retours. Et enfin, et pas des moindres, ce nouveau format de rencontre, ça marche toujours, on a pu tisser un partenariat avec la radio RCF, ici présente, sa directrice que je salue, Ève, et puis Paul, que vous trouvez à votre gauche en bas, Paul Fontenot, qui va modérer en fait ces différentes rencontres. Et ensuite, on va pouvoir aller plus loin aussi dans le partenariat avec RCF. Donc, je souhaite vraiment les remercier parce que ça nous permet en fait de donner aussi une autre saveur, certes aux rencontres, mais de donner une suite aussi. Donc vous aurez compris que le Jardin des Sciences a souhaité innover par ce format. Pour les fidèles, il y a toujours le lundi à 15h aussi en salle Pasteur avec un programme toute l'année. N'hésitez pas, on essaye de proposer différents temps. L'université souhaite absolument s'ouvrir aussi à la société, comme on dit, pour pouvoir partager les savoirs et que ça puisse éclairer chaque citoyen, donc chacun d'entre vous. Je vous remercie pour votre attention. J'aimerais, à la fin quand même, je ne l'ai pas dit, mince, il y a mon équipe quand même derrière aussi, le Jardin des Sciences. J'aimerais remercier Simon, Antoine, j'aimerais remercier Jean-Yves aussi, parce qu'ils sont là aussi ce soir, mais il y a aussi toute l'équipe derrière à la communication. Donc Simon, le coordinateur des conférences, Antoine, le programmeur du planétarium, et vous verrez pourquoi, et Jean-Yves aussi, pour pouvoir accompagner ces différentes rencontres qui habituellement est aussi médiateur au planétarium. Donc c'est une belle équipe que je souhaite aussi féliciter et remercier ce soir. Bonne première Epic Époque. Et quelle Epic Époque? Donc allons-y, Paul, je vous laisse la parole. Epic Époque. Regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps. Des conférences proposées par le Jardin des Sciences en partenariat avec RCF Alsace, animées par Paul Fontenot depuis le Planétarium de Strasbourg. Merci Christelle pour cette introduction. Nous avons été sollicités à RCF Alsace pour participer à ce projet et on m'a demandé de modérer, introduire et modérer ces conférences. Alors d'abord, je voudrais remercier tout le public ici d'avoir eu le courage de venir participer à cette grande première, parce qu'en fait, on l'a jamais fait, donc on va voir ce que ça donne, et on attendra éventuellement vos retours. Et puis je suis d'autant plus ravi de participer à cette conférence ce soir que
j'espère y comprendre un peu quelque chose à l'intelligence artificielle. Pourtant, Dieu sait, et mon épouse qui est là pourrait vous le dire, que je passe beaucoup de temps sur le net et tout ça, mais j'ai toujours l'impression d'y rien y comprendre. Donc j'attends beaucoup de nos conférenciers. D'abord au niveau vocabulaire, intelligence, vraiment. Artificielle, ça veut dire qu'il y a une intelligence naturelle. Alors, oui, sans doute, notre intelligence, peut-être. Est-ce que c'est une opposition? Est-ce qu'il y a une conscience cachée dans la boîte noire? Parce que cette boîte noire, elle a démontré des capacités qu'on n'aurait jamais cru possibles et elle s'intègre, si vous réfléchissez un peu, et c'est ce qu'ils vont nous raconter, j'espère, dans tous les domaines, dans l'art, dans l'écriture, dans la recherche scientifique, dans la circulation automobile. Vous savez pas tout ce qu'il y a caché derrière votre Google Maps ou votre Waze. Alors, je voudrais juste, pour lancer la discussion, donner 3 petits points comme ça. ChatGPT. Le jour où c'est sorti, on s'est demandé ce que c'était. Et puis, j'ai un de mes petits-fils qui m'a dit, mais tu sais, pour la lettre de motivation pour Parcoursup, vous savez, le terminal là, qui doit faire... On a tous utilisé ChatGPT. Et ça a marché. On a été pris. Donc, ils sont pas bêtes, hein, ils trouvent des trucs. Bon, bref. Tiens, juste une question. Qui parmi vous a déjà utilisé une intelligence artificielle générative du type ChatGPT ou Bard ou... Allez-y. Voilà. Bon, ben ça va, on a des connaisseurs, vous voyez, hein, ça va marcher. Donc, bon, sans vouloir offenser quiconque, j'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de gradient d'âge dans ceux qui ont levé la main par rapport à l'ensemble du public. Mais moi, je me mets aussi de l'autre côté, puisque j'ai jamais utilisé, j'ai même pas osé utiliser. Mais bon, bref. Deuxième chose, en septembre, donc il y a quelques jours, hein, la première ministre Elisabeth Borne a installé un comité interministériel chargé d'explorer les effets potentiels de cette nouvelle technologie sur l'emploi, les inégalités et le bonheur au travail. Oh là là, quel projet magnifique! J'espère que ça ne sera pas un énième comité Théodule dont on voit apparaître régulièrement au niveau de l'organisation générale de la France. Bref. Et puis, troisième petit point, je voudrais juste vous citer une phrase de Sam Altman, qui est le PDG et le cofondateur d'OpenAI. OpenAI, c'est en fait la boîte, la structure qui a créé ChatGPT et qui l'a mis à la disposition de l'ensemble de la population, donc OpenAI. Et ce PDG, il dit ceci. Il dit « Je veux développer une intelligence artificielle générale ». Alors, ce n'est pas seulement générative, hein, c'est général, tenez-vous bien, qui aurait les mêmes capacités qu'un humain médian et pourrait ainsi être embauché pour n'importe quel emploi. Un humain médian, c'est quoi ça? Est-ce que moi je suis un humain médian ou est-ce que je suis un humain supérieur ou un humain inférieur? Enfin, vous voyez ce que ça veut dire? De définir les gens comme ça, humain médian. Et un humain médian, il pourra faire n'importe quel boulot et il sera remplacé par ChatGPT. Ouais, bref. Je vous rappelle le titre. Intelligence artificielle, qu'y a-t-il de l'autre côté du miroir? Alors moi, en fait, ça m'a fait penser à plutôt dire de l'autre côté du miroir sans teint. Vous savez, les miroirs sans teint, d'un côté on se voit, puis de l'autre côté, il peut y avoir quelqu'un que vous ne voyez pas, mais qui vous voit. Est-ce que ça ne serait pas plutôt ça? Bon, bref. Je suis sûr que notre rencontre de ce soir nous permettra de faire un tri entre les craintes fantasmées et les inquiétudes légitimes. Effectivement, c'est ça un peu le message qu'on attend de vous. Alors, nos invités de ce soir, Amélie Cordier, docteure et experte en intelligence artificielle. Vous tapez Amélie Cordier sur Google, vous allez voir ce que l'intelligence de Google va vous donner. C'est formidable. Elle nous vient de Vendée. Nazim Fathès, chargé de recherche au laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications, ça s'appelle le Lauria et ça fait partie de l'Institut national Nazim, de recherche en sciences et technologies du numérique. C'est plus connu sous le nom d'INRIA à Nancy, qui est un très grand institut de recherche dans le domaine. Et puis, comme l'a dit Christelle tout à l'heure, il y a une troisième invitée qui va nous être très très importante, qui est Violaine Leroy, donc illustratrice,
qui va nous faire de la facilitation graphique et qui dessine depuis la régie. Le dispositif, le voilà, 2 intervenants, donc 2 interventions. Surtout aussi, à la fin de ces interventions, vous aurez la parole. Vous pourrez poser des questions pour compléter, pour demander des explications. Donc n'hésitez pas, notez vos questions. On les prendra, on les écoutera, on essaiera d'y répondre. Enfin, ils essaieront d'y répondre. Et ben voilà, c'est parti. Nazim, prenez votre micro. Donc Nazim Fates, je le laisse commencer son intervention. Donc bonsoir, merci à toutes les personnes qui sont ici présentes. Merci au Jardin des Sciences de m'inviter en me donnant de nouveau la possibilité de venir à Strasbourg. Je dois dire, primo, que je suis assez content que vous ayez dit que vous n'y comprenez rien à cette question de l'intelligence artificielle, parce que effectivement, on n'y comprend rien. Alors, une question qu'on va pouvoir se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'y comprend rien ? Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je suis assez ému d'être ici dans ce planétarium, et en plus sachant que c'est une première, parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, je rêvais pas du tout de travailler dans le domaine de l'informatique ou des sciences du numérique, mais je rêvais toujours d'être astrophysicien. J'ai beaucoup été au planétarium de la Géode, c'est un endroit où j'ai beaucoup rêvé, et donc me retrouver de nouveau dans un planétarium, c'est pour moi émouvant, c'est comme la réalisation d'un rêve. Et après, si ça vous intéresse, pendant la discussion, je pourrais vous dire aussi comment on passe d'un attrait vers l'astrophysique ou la physique à plus des choses qui relèvent de l'informatique. Comme vous l'avez dit en introduction, on est bombardé d'informations au sujet de l'intelligence artificielle. Si on ouvre le journal tous les jours, il y a des nouvelles qui parlent de ce thème-là. Vraiment, c'est incessant. Quand j'étais venu la dernière fois, effectivement, à Strasbourg, je pense que c'était en 2019, on n'en était pas encore à cette tsunami des systèmes d'intelligence artificielle génératifs. Mais déjà, on était surpris par ce qui était réalisé par les techniques d'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas, si on repart d'une petite anecdote, ce qui a beaucoup défrayé la chronique là, ces derniers jours, vous en avez sans doute entendu parler, c'est les systèmes, par exemple, de doublage intelligent, avec des guillemets, où maintenant on dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des doubleurs professionnels, mais que des algorithmes reprennent des voix des acteurs et les transforment et les plaquent dans une autre langue avec une qualité qui est dite être meilleure que celle des doubleurs professionnels. Alors, c'est un épisode de plus du déploiement de ces techniques, mais vous voyez, on peut se dire, on peut hausser les épaules en se disant, bon, qu'est-ce que ça fait ? En fait, c'est intéressant à double titre. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que les techniques d'intelligence artificielle ne se cantonnent plus au domaine strictement scientifique ou on va dire, ça touche à quelque chose de profond à l'être humain puisqu'il s'agit de l'art, du cinéma et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va y revenir. Il y a des inquiétudes qui sont légitimes sur le remplacement des emplois. Finalement, on en vient aujourd'hui à se demander quels sont les emplois qui ne sont pas remplaçables. On est passé d'une problématique où on se demandait avant quelles étaient les choses où l'intelligence artificielle allait prendre le dessus, mais maintenant, c'est plutôt le contraire. C'est qu'est-ce qui peut résister à ce tsunami. Et puis la troisième chose que je trouve assez absente dans les débats, mais qu'on peut parfois entendre, c'est comment j'estime la qualité d'un travail qui est fait par les systèmes d'intelligence artificielle. Vous allez voir que c'est la question qui va être récurrente. Pourquoi ? Parce que si je m'en tiens uniquement à montrer un mauvais doublage et un doublage réalisé par algorithme, il s'avère qu'effectivement, le doublage qui est réalisé par le système d'intelligence artificielle
est 10 fois meilleur, puisque comment ce système-là se fait? Il va modéliser la personne qui parle, par exemple sur un film, donc il va en faire un modèle mathématique, anticiper chacun des gestes, le calculer, et se dire comment moi je vais faire, ce qu'un être humain ne peut pas faire. Qu'un être humain est toujours un peu en retard, un peu en avance. Mais c'est surtout que, donc, si on s'en tient au purement quantitatif, le système est meilleur. Mais la question, c'est de se dire, quand je passe d'une langue A à une langue B, est-ce que tout est traduisible, voyez? Est-ce que dans les silences, est-ce que dans les non-dits, est-ce que dans les intonations, tout se traduit d'une langue à une autre? Est-ce qu'un Italien, un Français, un Arabe, un Chinois vont avoir la même chose? Et c'est là où je pense que on se trompe si on s'en tient uniquement au mesurable. C'est-à-dire que forcément, un doubleur professionnel va introduire tout un tas de choses. Je ne sais pas, pour les gens de ma génération, si vous pensez au doubleur français qui a fait Rambo, le doublage de Rambo, de Sylvester Stallone, il a introduit un nouveau personnage qui n'est pas l'original, qui n'est ni meilleur ni moins bon, mais il en fait quelque chose d'original. Donc ça, on peut prendre ça comme une métaphore du déploiement de l'intelligence artificielle. J'y reviendrai un peu plus tard si vous le voulez, mais je vais vous dire tout de suite, c'est toujours à partir d'une numérisation, d'une quantification du monde que les systèmes d'intelligence artificielle se déploient. Ça, c'est la première chose à faire. Alors, je peux vous dire, en tout cas, de façon plus modeste, ce que nous faisons à Nancy. Alors, j'ai prévu quelques illustrations. Voilà, donc ce fameux lauréat auquel contribue l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, enfin, maintenant on dit sciences du numérique. Donc, vous voyez là à gauche, c'est un système de Tetris. Alors, j'aime bien cet exemple-là, puisque c'est pas moi qui ai travaillé dessus, mais Bruno Scherer, avec qui je partageais mon bureau, a créé le meilleur joueur de Tetris du monde. Alors, c'est pas lui qui jouait, mais il a fait un algorithme qui était capable d'apprendre par ses erreurs et ses succès à se corriger lui-même, jusqu'à être capable de jouer des millions de parties sans perdre. Alors à Tetris, on finit toujours par perdre, parce qu'il y a toujours une combinaison de pièces qui peut arriver et qu'on ne peut pas emboîter correctement pour gagner. Voilà, ça c'est une première chose. À gauche aussi, vous voyez un robot. Alors ça aussi, ça a défrayé la chronique, c'est un grand succès, puisque, vous voyez, c'est une très grande revue scientifique qui s'appelle Nature, où on a pu montrer, c'est Jean-Baptiste Mouret notamment, qui a développé des robots qui, par exemple, c'est des robots hexapodes, qui ont 6 pattes. Donc, quand une de ces pattes, ils ont un fonctionnement, et quand une patte se casse, ils s'auto-reprogramment pour marcher avec 5 pattes et pas avec 6. Voyez, donc, évidemment, on devine. Et là, vous voyez aussi un autre aspect de l'intelligence artificielle qui est l'autonomie. À droite, on est dans une société vieillissante, on va dire. Donc, une des techniques qu'on cherche à mettre en place, c'est puisque les soins ne sont plus tellement appliqués par des êtres humains, et puisque avoir des caméras chez soi et des robots, c'est quelque chose qui est vécu comme étant intrusif, dans mon laboratoire, des personnes, enfin même de mon équipe, essayent de développer ce qu'ils appellent un appartement intelligent, c'est-à-dire par exemple un sol qui détecterait les chutes des personnes âgées, qui serait capable de signaler, de surveiller la personne qui vit chez elle. Et donc c'est des systèmes qui seraient moins intrusifs que des caméras. Bon, voilà quelques exemples, mais je pourrais en citer des dizaines d'autres. Pensez à la traduction automatique, ou plus généralement le traitement automatique des langues. Si vous avez des documents qui font des milliers de pages, c'est plus intéressant de les traiter par des techniques d'intelligence artificielle. Pensez à la synthèse de médicaments, au transport et ainsi de suite. Donc vraiment, là, je parle de quelque chose qui se passe pas loin de Strasbourg, à Nancy, et j'imagine qu'à Strasbourg, il se passe aussi beaucoup de choses. Donc il ne faut pas imaginer que l'intelligence artificielle, ce n'est que des choses qui sont faites par des grandes entreprises et ainsi de suite. Ça se passe à peu près partout. Alors, comme on l'a dit en introduction, le gros problème de ces systèmes-là, c'est qu'ils sont, on les qualifie souvent de boîtes noires. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie finalement que la façon dont ces systèmes-là vont agir, bien qu'ils soient codés par des algorithmes, des lignes de code qui vont être faites sur des ordinateurs. Donc, en principe, on est capable de tout dire, parce qu'une ligne de code, il n'y a rien de plus explicite qu'un langage de programmation. D'accord ? Si je dis à la machine de faire ça ou ça, je dois savoir ce qui se
produit dans la machine. Mais en revanche, ce qui va se produire dans un algorithme qui fait intervenir les systèmes d'intelligence artificielle, finalement, on ne sait pas comment, à partir des données, on va arriver à tel ou tel résultat, ou comment, quels sont les réglages de l'algorithme, ou est-ce qu'il va fonctionner a priori ou pas. On ne peut que le constater a posteriori. Alors, il y a quelques théories mathématiques, mais on ne peut pas avoir de garantie que tout se passera bien. Alors voilà, on a une illustration assez criante de ce phénomène-là. C'est que par exemple, si vous avez entraîné un système à reconnaître, ça c'est un article qui est paru, donc vous avez entraîné un système à reconnaître des cochons, il vous dit c'est un cochon, et vous ajoutez un tout petit peu de bruit. Alors le bruit, c'est ce qui est montré à droite, mais vraiment, il faut l'imaginer qu'il est invisible, puisque c'est l'image de droite. Mais maintenant, et l'image de droite, le système dit maintenant je reconnais un avion. Vous voyez ? Ça paraît aberrant, mais mathématiquement, ça se comprend, puisqu'il n'y a pas de prédiction a priori entre ce que le système va faire en entrée et ce qu'il va donner en sortie. Donc on ne peut avoir qu'une approche assez empirique et jamais de garantie absolue sur ce qui va se passer sur le système. Donc je sais qu'Amélie s'intéresse aussi à ces questions-là, et donc ça pose immédiatement la question de la confiance. Bon, alors l'exemple en dessous, c'est la même chose, on prend un panda, mais le système n'est pas sûr, il dit moi je suis sûr à 57%, on rajoute ce bruit invisible, et là il dit je suis sûr à 100% que c'est à 99% que c'est un gibbon, alors que non, c'est un panda. Vous voyez ? Donc ces systèmes-là, par construction, du fait même qu'ils n'ont pas d'idée de ce qu'ils manipulent, on peut les tromper très facilement. Et il y a un jeu un peu de gendarmes et de voleurs entre des attaquants qui peuvent apprendre à pirater ces choses-là et les fabricants de ces systèmes qui cherchent un peu à les protéger contre des attaques. Voilà. Donc, finalement, la question du miroir santin. ChatGPT, là, on quitte le domaine de ce que nous faisons, en tout cas en tant que chercheurs universitaires. On arrive sur un autre terrain. C'est-à-dire que pour entraîner des gros systèmes, on arrive à des quantités de données et des milliards de paramètres. Je crois que c'est 13 milliards de paramètres, ou 130 plus, peut-être plus. C'est 130 milliards de paramètres si vous voulez entraîner un modèle comme ChatGPT. Donc, ce n'est pas 130 milliards de choses qui vont être réglées à la main, mais il va falloir que le système absorbe finalement tout le contenu d'Internet, toutes les bibliothèques, et ainsi de suite, pour arriver à ce que ces 130 milliards de paramètres soient réglés. Et moi, je ne sais pas le faire. Et il faut vraiment des grandes entreprises. Et c'est là où finalement, vous avez parlé de Sam Altman. En fait, Sam Altman, d'ailleurs, il n'est pas seul. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans la Silicon Valley, pour créer OpenAI, il faut imaginer ce consortium. C'est un consortium, c'est pas juste une entreprise dans laquelle plusieurs personnes apportent des dizaines ou des centaines de milliards de dollars d'investissement. Eh bien, c'est des gens qui se détestent, qui sont complètement opposés, mais qui, pour créer ces modèles-là, sont capables de s'allier et de mettre les choses sur la table. Parce que, évidemment, la grande crainte, c'est d'être dépassé. Et donc, ça, c'est un des génies, en tout cas, de ce système ultra, on peut dire ultra capitaliste de la Silicon Valley. C'est que, bien qu'ils soient concurrents, quand il s'agit de mettre des grosses sommes pour développer ces modèles-là, qui aujourd'hui sont déficitaires, attention, OpenAI, c'est extrêmement déficitaire, eh bien, ils sont capables de le faire. Alors, comment on arrive à ça ? Alors, on va peut-être dire deux mots historiquement et donner des repères. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, grosso modo, depuis 2012. Mais en fait, on peut dire que ça existe, je vais forcer le trait, et puis depuis 1936. Alors, si vous ouvrez Wikipédia ou n'importe quelle encyclopédie, vous tapez quand est-ce que l'intelligence artificielle a été créée, vous allez trouver 1956, séminaire de Dartmouth. Mais en fait, le génie qui comprend que des machines peuvent être amenées, ce qui lui va dire à penser, mais aujourd'hui on a un problème avec ça, mais en tout cas avoir développé des capacités, c'est Alan Turing. Donc s'il faut ressortir avec un seul nom de cette pièce,
c'est se remémorer le nom d'Alan Turing. Et Alan Turing, comment il en arrive à comprendre cette capacité de versatilité des machines? C'est qu'il invente une machine abstraite avec des rubans. Alors là, sur l'illustration d'artiste qui est à gauche, vous voyez, ce ruban, il est infini. Il y a des 0 et des 1. Mais en fait, dans la construction d'Alan Turing, cette machine de Turing, elle a des symboles, pas nécessairement des 0 et des 1. Et tout ce que va faire la machine, c'est aller à gauche, à droite, et lire ces symboles, écrire des symboles. C'est tout ce qu'elle sait faire. Et le génie de Turing, c'est de dire, d'accord, si vous avez une machine donnée, quelle qu'elle soit, qui sait faire un calcul, eh bien, ma machine, qu'on appelle maintenant machine universelle, va aussi être capable de le faire. Et finalement, nos ordinateurs, tous nos systèmes-là, sont des espèces d'incarnations de réalisation technologique de cette machine abstraite imaginée par Alan Turing en 1936, alors qu'il n'y a pas un seul ordinateur sur Terre. Et donc, c'est pas pour rien que Turing va créer en 1950 ce qu'il appelle le jeu de l'imitation, où il va dire, en fait, je vais jouer un jeu avec un homme, une femme. L'homme est méchant, la femme, elle est gentille. Et puis, je ne sais pas qui est l'homme et qui est la femme. L'homme va essayer de me tromper. Et c'est ça le jeu de l'imitation. Et il dit, est-ce qu'une machine peut jouer à ce jeu-là? Et il dit, moi, je considère que si une machine joue à ça, il faut reconnaître qu'elle est intelligente. Voyez, donc, il essaye de trouver un critère opératoire de l'intelligence. Et en fait, ce qu'il a derrière la tête, c'est qu'avec ces machines abstraites qui ont été définies par une recherche mathématique, n'importe quelle opération qu'on va pouvoir faire et décrire de manière non ambiguë va pouvoir être faite par ces machines-là. Et l'intelligence artificielle, personnellement, je considère ça comme l'aboutissement, enfin l'incarnation, la réalisation de ces idées qui ont été lancées par Alan Turing. On pourra y revenir plus tard. Alors oui, vous voyez, là c'est la machine de Babbage qui préfigure cette espèce de programmation. Pardon, c'est la machine à tisser de Jacquard, mais la machine de Babbage, qui est un savant britannique du 19e, ressemble beaucoup à ça, et elle fait aussi, c'est le début des machines qu'on va programmer. Alors voilà, on peut passer à la suite en termes d'illustration. Le deuxième grand nom qu'on peut souhaiter convoquer, c'est Norbert Wiener. Alors il a inventé ce terme qui pourrait, alors là je le propose à notre sagesse et à notre intelligence collective, il a inventé le terme de cybernétique qui pourrait peut-être avantageusement remplacer celui d'intelligence artificielle. Vous voyez, parce que comme le disait Paul, c'est bien Paul, hein, ouais. Comme le disait Paul en introduction, on est mal à l'aise quand on parle d'intelligence artificielle, parce que intelligence c'est quand même une qualité. Est-ce qu'on va attribuer la qualité aux machines ou pas? Est-ce que artificiel, naturel, comme on l'a dit? Donc, est-ce que, je pose la question, cybernétique ne serait pas un meilleur mot? Et cybernétique, c'est un mot qui est inventé par Norbert Wiener pour désigner la science qui consiste à amener à faire un système le but qu'on lui a donné. Cyber, qu'on entend les cyberattaques, les cyber-machins. Cyber, ça vient du grec kubernein, kuberno. C'est le fait de quoi? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est kuberno? C'est le fait de naviguer. Pourquoi? Parce que celui qui navigue tient le gouvernail. D'accord? Et cybernétique, ça dit vraiment l'art de gouverner. C'est le même mot qui donne cyber, kuberno. Et donc c'est un mot que je trouve assez intéressant. Et cette cybernétique, c'est donc l'art de gouverner. Et donc, en pensant comme ça, on peut se dire, finalement, intelligence artificielle consiste à gouverner, à deux titres. Gouverner les robots, les algorithmes, comme un algorithme de recommandation. Qu'est-ce qu'il fait? Il gouverne en quelque sorte, puisqu'il propose, il nous propose des contenus parmi des millions de contenus. Donc, j'aime bien cette ambiguïté de la cybernétique en tant qu'elle gouverne des machines, mais elle gouverne aussi des communautés. Le troisième grand personnage que je souhaiterais présenter pour penser la question de l'intelligence artificielle, c'est John von Neumann, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un génie à tous les égards. Mais lui, il développe un peu plus la pensée de Turing et il va
proposer finalement les solutions concrètes pour construire ces machines. Mais il ne fait pas que ça. Il a fait quelque chose qui, moi, m'intéresse et mes recherches portent beaucoup sur ça. Il a proposé un modèle qu'il a appelé les automates cellulaires. Alors bon, on ne le voit pas ici, mais des modèles qui permettent, d'après lui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'un robot pourrait construire un autre robot identique à lui-même ? Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Il a l'idée que finalement, un être humain, deux êtres humains font un autre être humain. Il faut être deux quand même. Et donc pareil pour les cellules, pareil pour les organismes biologiquiEt vous voyez, que ce soit avec Alan Turing, que ce soit avec Norbert Wiener, que ce soit avec von Neumann, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, la question qui va donner l'impulsion de l'intelligence artificielle, c'est la question de savoir si on peut imiter le vivant, l'égaler ou faire mieux. Voyez ? Et en fait, il y a une question philosophique derrière. C'est est-ce que le vivant, les organismes vivants, ont quelque chose de particulier ou est-ce qu'on peut les décrire scientifiquement ? Si on peut les décrire scientifiquement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les reproduire et faire autant, si ce n'est mieux. Vous voyez ? C'est des questions redoutables. Voilà. Alors, on peut avancer dans les illustrations. Et je vais arriver à conclure. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes, très bien. Voilà. Et vous voyez, l'ordinateur et le cerveau. Voilà. Et donc, ce que je représente ici, c'est vraiment cette espèce de magma. C'est-à-dire, vous avez peut-être entendu parler du fait que ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle, c'est essentiellement des réseaux de neurones formels. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones formels ? C'est un système comme est représenté à gauche. On voit qu'on a des espèces de cellules qui ont des entrées. Ces entrées peuvent être activées ou désactivées. Et puis simplement, qu'est-ce qui se passe ? Chacune des cellules va sommer ses entrées, faire un tout petit calcul. Si ça dépasse le seuil, à son tour, elle active. Si ça ne dépasse pas le seuil, elle n'active pas. Donc en fait, les réseaux de neurones formels sont constitués d'une myriade de millions, ou de milliards, ou même de milliers, ou de dizaines, ça dépend, mais combien de neurones on veut, de neurones formels, d'unités de décision élémentaires qui font simplement des sommes et qui décident si cette somme est supérieure ou inférieure à un seuil. Donc dès qu'on se souvient de ça, vous comprenez qu'on ne peut plus parler d'intelligence, en tout cas. C'est fini. Mais en miroir, quand on me dit qu'y a-t-il de l'autre côté du miroir, c'est se dire, bon, mon cerveau, est-ce que c'est beaucoup plus que ça ? Vous voyez, aujourd'hui, les connaissances scientifiques ne nous permettent pas de dire qu'un cerveau, ce soit nécessairement beaucoup plus que ça. Et si je reviens aux automates cellulaires dont j'ai parlé et aux constructions de von Neumann, justement, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'une multitude de petits éléments qui font des choses très simples, quand on les met ensemble, peut faire quelque chose d'extrêmement complexe. Vous voyez ? Et c'est en ça qu'il ne faut pas trop vite s'empresser de dire que les machines ne peuvent pas devenir intelligentes. Parce que Turing, pour lui, c'est un a priori qu'on a. Voyez ? Et Paul, tu parlais d'un problème de génération sur ChatGPT. Eh ben moi, j'ai remarqué un autre problème de génération, puisque j'enseigne à l'université. C'est que par rapport à ces questions, est-ce que les machines peuvent devenir intelligentes ? J'ai constaté que là aussi, je suis surpris que les jeunes générations, les étudiants, sont plus choqués par ça. Voyez ? Le fait de dire qu'une machine peut devenir intelligente ne les choque pas tant que ça. Alors que, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, ça nous paraissait aberrant. Voyez ? Donc, il y a quand même quelque chose d'intriguant là-dedans. Et pour terminer, je voudrais simplement dire que si on veut s'attaquer sérieusement à cette question de commencer à comprendre quelque chose à l'intelligence artificielle, alors il y a l'aspect technique, mais l'aspect technique, finalement, on est tous, absolument tous, dépassés. Comme je vous l'ai dit, nous, par exemple, qui sommes universitaires, on a accès à quelques articles, etc., mais on n'a pas ces technologies qu'ont les grandes entreprises. Réciproquement, les grandes entreprises ont accès à beaucoup de données que nous nourrissons par les réseaux sociaux, par exemple.
mais ils n'ont pas accès non plus à recul nécessaire qu'il faudrait pour qu'ils comprennent ce qu'ils font. Ils sont dans une course absolument fabuleuse. Alors là, j'ai pas voulu vous assommer de chiffres, mais si vous voulez, imaginez que ce sont des centaines de milliards qui sont en jeu. Hein. Les GAFAM, c'est leur chiffre d'affaires annuel se chiffre en milliers de milliards. Et Apple, par exemple, la quantité de cash, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils ont, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont disponible, hein, pas les biens, pas les assets, mais vraiment les liquidités, c'est à peu près 200 milliards de dollars. Donc, vous voyez, personne ne peut rentrer à ce niveau de compétition. Et donc, eux, en revanche, n'ont aucun recul par rapport à ces outils qui sont en train d'être développés. Donc, on n'y comprend rien, on est face à un tsunami, et c'est pour ça que le mieux peut-être, enfin, une des choses qu'on peut faire, c'est être attentif au vocabulaire. Donc, par exemple, le mot intelligence, hein, j'ai proposé, par exemple, de le remplacer par le mot cybernétique, mais peut-être parmi vous, si j'aime bien jouer à ce jeu-là, si quelqu'un a une autre proposition pour remplacer l'expression intelligence artificielle. Ça, ce serait intéressant. Mais en tout cas, le mot intelligence parle en français d'une façon très intéressante. Parce qu'il dit interligence. En fait, intelligence, c'est interligence. C'est l'inter, c'est ce qu'il y a entre, et la ligence, l'ego, en fait, ça vient aussi du grec et du latin. Et l'ego, c'est le fait de parler, hein, legain. Mais c'est aussi le fait de cueillir. Donc en fait, cueillir au sens faire un choix, donc le mot intelligence, il fait ce l'ego renvoie à la parole, ce qu'on entend dans logie, biologie, géologie, ce l'ego-là, c'est le discours autorisé. Mais c'est aussi le discours en tant que quand je parle, je fais des choix de mots, je les assemble pour faire une phrase ou un discours cohérent. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour qu'un système soit réellement intelligent, il faut qu'il soit capable de sélectionner, hein, c'est le lec de Legain, sélectionner les informations pertinentes pour les assembler et en faire quelque chose qui ait du sens. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un système qui pourrait faire une sélection dans l'ensemble du réel. Ce que nous sommes capables de faire. Voilà. Alors, je ne sais pas, j'avais prévu aussi une dernière illustration. Voilà. Et par exemple, une façon intéressante d'aborder cette question de l'intelligence artificielle, je vous signale ce livre qui est paru chez un petit éditeur qui s'appelle Thierry Marchès. Et j'ai bien aimé parce que j'ai eu la chance d'y contribuer. Et ce sont des personnes qui écrivent des lettres à Alan Turing pour réfléchir, voilà. Alors, il n'y avait pas de ChatGPT parce que ça commence un tout petit peu à dater, mais je pense qu'aujourd'hui, si on écrivait des lettres à Alan Turing, on lui parlerait sans doute de ces outils-là, on lui parlerait du problème du doublage, on lui parlerait de tout ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, de l'autre côté du miroir, alors oui, première réponse, miroir sans teint, c'est vrai qu'il y a primo, des grosses entreprises qui développent ces outils et qui cherchent évidemment à capter notre attention. C'est la première chose. Voilà ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir, deuxième chose, il y a, comme j'ai essayé de le montrer, mais brièvement, il y a finalement quelque chose qu'on peut dire qui est la quintessence de la rationalité et de la rationalité européenne. Parce que, en parlant de Turing, en parlant de von Neumann, en parlant de Wiener, finalement, on récapitule des étapes qui viennent de loin. Et donc, il ne faut pas penser que l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un phénomène de mode. Avant ça, il y a eu des gens comme Leibniz, comme Descartes, qui se sont posé les questions de savoir est-ce que nous sommes des machines ou est-ce que nous sommes plus dans des machines, voyez ? Donc c'est un questionnement qui vient de loin et au moins du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle. Voilà. Dernier point. Personnellement, quand j'ai écrit ma lettre à Turing, donc c'était vous avez vu, ce livre est réuni par Jean-Marc Lévy-Leblond, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est un épistémologue et un physicien qui est à Nice. Et il m'a dit, on peut se placer dans la peau de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit,
pour vraiment questionner profondément Turing, qui peut le faire? Justement, ceux qui ont réfléchi en profondeur. Alors, j'avais pensé au début à Descartes, et finalement, j'ai pris l'exemple de Socrate. Pourquoi Socrate? Parce qu'en fait, Socrate est celui qui tient bon. Il est accusé par les Athéniens, on lui fait boire la ciguë. Ses amis dont Platon viennent lui disent on va t'aider à t'en aller, puis tu vas t'en aller, puis tu reviendras à Athènes quand les choses iront mieux. Et il dit non, moi j'affronte la mort. Athènes a été pour moi ce qui m'a forgé, donc d'accord, ils m'ont condamné à mort, je vais aller jusqu'au bout. Et finalement, je trouve que c'est un exemple parce que d'abord il s'oppose aux puissants, toujours Socrate s'oppose aux puissants, et il questionne. Et finalement, face à l'intelligence artificielle, je pense que la pire chose qui pourrait nous arriver, ce serait qu'on arrête de questionner ces outils-là, vous voyez, qu'on les laisse uniquement aux techniciens. Et en miroir, ce que nous devons faire plutôt, c'est cultiver ce que j'appellerais notre vulnérabilité, parce que ces outils nous rendent plus forts. Ils nous rendent toujours plus exacts, ils suppriment nos trous de mémoire, ils suppriment le fait qu'on se perde dans une ville parce qu'on a le GPS, ils suppriment le fait qu'un doublage peut être mauvais, ils suppriment beaucoup de choses, mais ils suppriment aussi, du coup, notre liberté et notre humanité. Et donc, l'intelligence artificielle, qu'y a-t-il de l'autre côté du miroir? Troisième réponse, il y a des choix que nous devons faire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Nazim. J'espère que vous avez tous noté vos questions parce qu'il y a des questions pour approfondir l'un ou l'autre de ces sujets. Épique Époque, regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps, animé par Paul Fontenot depuis le Planétarium de Strasbourg. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons le plaisir d'avoir une illustratrice, donc voilà, Violaine. Alors, on ne va pas analyser le résultat de son travail là tout de suite, hein. C'est juste pour le regarder, juste pour voir qu'est-ce qu'elle en a fait. Alors, ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est retourner le... Ah ben non, tu es encore en train de dessiner, d'accord. Donc... elle nous a mis déjà des dessins, des petits bouts de texte, l'image de notre conférencier. Vous voyez un peu Nazim Fates. Là, tu vas devenir célèbre tout d'un coup. Et elle est en train de continuer à faire le travail. Donc, on va la laisser continuer. Et je vous promets qu'à la fin, on regardera toutes les images qu'elle a fait, enfin sur les deux parties, de façon à revoir, et elle nous expliquera ce qu'elle a voulu dire dans les différents points. Donc, nous allons passer maintenant, et on est juste dans les temps, bravo Nazim d'avoir respecté le timing, nous allons passer maintenant à Amélie, qui va nous dire ce qu'elle a envie de dire, parce qu'en fait, elle va totalement improviser, mais ça va être super. À vous, Amélie, quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci Nazim pour cette intervention. J'ai envie de réagir sur tout. Et du coup, je vais complètement changer, je pense, ce que j'avais prévu de vous dire, enfin le peu que j'avais prévu de vous dire. La première chose, c'est que je suis tout à fait d'accord, on va évacuer le terme intelligence artificielle du débat. Je suis complètement d'accord avec le fait que c'est un terme très mal choisi et que, puisqu'on parle d'intelligence, j'ai beaucoup aimé l'emploi de ce terme de qualité. Puisqu'on parle d'intelligence, on ne peut pas s'empêcher de se rapporter à notre propre intelligence, pour ceux qui ont un peu plus d'ouverture d'esprit à l'intelligence du vivant, au sens large, hein, les animaux. Et du coup, on se pose les mauvaises questions. On a tout de suite peur, hein, c'est viscéral, de cette intelligence qui va être plus intelligente que nous. Mais alors, plus intelligente, pour quoi faire? Ça, c'est une bonne question. Si vous voulez des trucs et astuces pour dégager ce terme de l'intelligence artificielle, pensez tout de suite aux calculatrices, qui sont résolument bien plus intelligentes que nous tous quand il s'agit de multiplier 3 573 217, ne serait-ce que par 8. Okay. Elles ont toutes déjà fini et vous n'avez pas commencé à faire la multiplication. Donc l'intelligence, ça ne veut rien dire. Donc je vous propose, hein, dans la suite de la discussion,
que lorsqu'on emploie le terme intelligence artificielle ou IA, parce qu'on est obligé de le faire, parce que c'est communément accepté par la société, on ne pense pas à l'intelligence globalement, mais à la capacité à résoudre une tâche spécifique. Déjà, ça rassure un peu. On a des machines qui sont plus intelligentes que nous pour faire des calculs. On a des machines qui sont plus intelligentes que nous pour prédire le mot suivant dans la phrase. On a des machines qui sont plus intelligentes que nous pour résoudre des tangrammes, par exemple. On a des machines qui sont plus intelligentes que nous pour gagner à Tetris. Mais on n'a pas de machine qui soit plus intelligente que nous pour vivre dans le monde. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est donc Nazim a fait un super travail, je trouve, pour vous expliquer l'histoire de l'intelligence artificielle. Mais pour moi, le pas entre Turing et ChatGPT, il est peut-être un petit peu trop grand. Donc je vais essayer de revenir d'un point de vue très pragmatique sur les... Alors je ne vais pas passer trop longtemps là-dessus, vous pourrez lire des cours si vous voulez, mais je vais revenir sur les différentes étapes et essayer de vous montrer que l'IA dont on parle aujourd'hui, dans les médias majoritairement, ce n'est ni l'IA sur laquelle on travaille depuis les années 50, ni l'IA qui est utilisée dans le quotidien. Pour caricaturer, enfin pour expliquer de manière très très sommaire, il y a plein de formes d'intelligence artificielle différentes. Souvent, on a tendance, pour simplifier les choses, à dire qu'il y a l'intelligence artificielle symbolique, dont on a déjà un peu parlé, où on va programmer des machines et leur expliquer comment manipuler des symboles pour faire du raisonnement. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis les années 50, et on pourrait même arguer que ça existait avant. On pourra parler de Pascal, tout ça, si vous voulez. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. Alors, elle, on lui donne plein de noms, numériques, connexionnistes, tout ce que vous voulez, qui majoritairement se base sur les réseaux de neurones dont Nazim a parlé précédemment et dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et dans chacune de ces deux grandes familles d'intelligence artificielle, en fait, on va retrouver plein de sous-familles, de modèles, d'outils. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, un peu comme dans une caisse à outils où vous trouveriez plein d'outils. Et en fait, quand on essaye de résoudre des problèmes de la vraie vie, quand on a une entreprise, quand on travaille dans l'industrie, quand on veut faire des véhicules autonomes, eh bien, on va aller chercher, solliciter le bon outil d'intelligence artificielle dont on a besoin. Quand je dis ça, je vous en dis pas beaucoup plus, mais ça aide quand même à comprendre qu'aujourd'hui, dans le quotidien qui nous entoure, de l'intelligence artificielle, il y en a partout. Il y en a effectivement beaucoup plus depuis 2012 que précédemment. Mais il y en a tellement partout en fait, qu'on s'en rend plus compte. Si je monte dans votre voiture, je vais reprendre l'exemple, mais si je monte dans votre voiture pour rentrer à la maison ce soir et que je vous dis « Waouh, vous avez une intelligence artificielle dernier cri », vous allez me dire « Bah non, c'est Waze ». Oui, alors c'est devenu... En fait, l'IA d'il y a quelques années est devenue une commodité aujourd'hui. Peut-être que ChatGPT deviendra une commodité pour demain, on en reparlera. Ce qu'il faut vous dire, c'est que ça ne touche pas que votre quotidien. Il n'y a pas seulement de l'intelligence artificielle dans votre fil de recommandations sur votre réseau social préféré, dans Spotify, dans Netflix. Il y en a aussi dans les entreprises. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle symbolique que tout le monde qualifie de vieille IA, elle est concrètement utilisée dans plein d'industries pour résoudre des problèmes très très concrets, très très pragmatiques. Et c'est ça qui aide à rendre certaines industries compétitives. Je prendrai un exemple tout bête, mais en métallurgie, aujourd'hui, si vous devez travailler sur du positionnement de pièces de métal pour rendre efficace votre chaîne de production, vous n'allez pas mettre 5 stagiaires à réfléchir à comment positionner au mieux les pièces sur la palette ou sur le tapis roulant. Vous allez solliciter un logiciel dans lequel il y a très probablement de l'intelligence artificielle qui va vous calculer la position optimale des pièces sur votre plateau. Voilà, donc je tenais à insister sur le fait que de l'IA, il y en a partout depuis des années. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est oui, mais pourquoi tout le monde parle de 2012, 2017 et pourquoi là, aujourd'hui, ChatGPT? Donc, ce qui est intéressant de regarder aussi d'un point de vue, alors j'allais dire historique, mais c'est quand même de l'histoire très très récente, c'est d'essayer de comprendre quelles ont été les différentes évolutions de l'intelligence artificielle et de corréler ça avec l'évolution de l'informatique, globalement. J'ai beaucoup aimé dans l'intervention de Nazim lorsqu'il dit...
Turing a proposé une machine théorique alors qu'il n'y avait pas un seul ordinateur sur la planète. Aujourd'hui, les jeunes ont un peu de mal à imaginer ce que c'est qu'une planète sans ordinateur, et pourtant ça existe. Enfin, ça a existé. Il y a encore beaucoup de nos contemporains qui se souviennent de cette planète sans ordinateur. Et alors, donc, pourquoi je vous raconte ça ? Tout simplement pour vous montrer que, évidemment, l'intelligence artificielle, elle s'appuie sur un support physique qui est l'ordinateur, plus spécifiquement le CPU ou le GPU, c'est-à-dire le cerveau de l'ordinateur, le composant qui fait les calculs. Et que ces ordinateurs, il y a quelques années, tout simplement, on n'en avait pas. Ou en tout cas, pas assez. Et pas assez performant. L'intelligence artificielle dont on parle, donc numérique, celle qui utilise les réseaux de neurones, elle nécessite, tu l'as mentionné également, pour être entraînée, plusieurs choses. Elle nécessite des algorithmes. Et ça, on remercie les chercheurs d'avoir travaillé pendant des années pour imaginer ces algorithmes et puis les faire évoluer, les améliorer au fil du temps. Mais elle nécessite deux choses qu'on n'a pas eues tout de suite. La première, c'est de la puissance de calcul. Ok, ça, là, la puissance de calcul qu'on a tous dans notre poche, elle existe depuis très, très, très peu de temps. Et la deuxième, c'est les données. Et les données, pour la même raison, la quantité de données nécessaires à entraîner tous ces modèles n'est disponible facilement que depuis très très peu de temps. Et grâce à qui ? Grâce à nous. Nazim l'a mentionné également, les réseaux sociaux, tout le contenu qu'on publie sur Internet. Alors, à l'époque où ces données n'existaient pas, dans leur forme numérique, dans leur forme accessible par les machines, c'était même pas la peine d'essayer d'imaginer entraîner une intelligence artificielle. Donc on a mentionné plusieurs dates, on a mentionné 2012, on a mentionné 2017 et puis 2022. Alors on va essayer de voir pourquoi. 2012, c'est une étape importante, surtout pour les chercheurs, où dans un concours qui s'appelle ImageNet, pour la première fois, alors c'est un concours de chercheurs, c'est moins drôle que le concours du plus gros potiron. L'idée, c'est de faire des programmes qui sont capables de reconnaître des objets dans des images. Et en 2012, pour la première fois, une équipe de chercheurs arrive et reconnaît des objets dans des images avec des performances qui sont incomparables avec les autres équipes. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ils ont proposé une approche basée sur le deep learning, c'est comme ça qu'on en parlait à l'époque, que personne ne comprend, du coup c'est un petit peu suspect, mais qui a le mérite de bien mieux fonctionner que les approches traditionnelles de vision par ordinateur qu'on développait jusque-là. Ça a été un tournant dans le monde de la recherche et aussi pour les entreprises qui ont commencé à investir massivement, en particulier dans la Silicon Valley, sur ces technologies, parce que là, on a senti qu'il se passait quelque chose dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Autant vous dire qu'en 2013, à ImageNet, tout le monde faisait du deep learning et la vision par ordinateur traditionnelle est un peu passée à la trappe. 2017, on en parle aussi beaucoup parce que en 2017, la presse, les médias, en tout cas en France, en Europe, ont commencé à s'intéresser sérieusement au sujet de l'intelligence artificielle pour d'autres raisons, et notamment à cause des inquiétudes que cela soulevait, parce qu'il y a des chercheurs notamment qui ont écrit une lettre ouverte sur la régulation de l'intelligence artificielle, en particulier dans le domaine militaire. Mais bon, effet boule de neige, tout le monde s'est mis à en parler. C'est aussi l'époque où il y a eu des succès assez intéressants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors ça a commencé dès 2015, mais à l'époque on parlait de AlphaGo, cette IA qui a battu le meilleur joueur du monde de Go. Alors c'était toujours en utilisant la même technique. Et puis 2022, novembre 2022, ChatGPT. Alors ça me fait rire parce que quand Paul vous a demandé qui avait déjà utilisé une IA, presque la moitié de la salle a levé la main. Il y a un an, quand je faisais des conférences sur l'IA et que je posais la même question, personne ne levait la main. Et pour moi, ça soulève un phénomène une observation, un commentaire intéressant, c'est que c'est rigolo, mais vous vous rendez pas compte à quel point le monde s'est doté de milliers d'experts en intelligence artificielle en 6 mois. Il y a un an, quand je faisais des confs, tout le monde me disait « Ah oui, c'est vous l'experte en intelligence artificielle ». Aujourd'hui, si vous demandez qui je suis sur Google, vous me trouverez peut-être encore, mais sûrement classé 10e, 15e, 20e, après des start-upers qui ont découvert comment prompter ChatGPT et qui se auto-qualifient experts en intelligence artificielle. Je veux bien être experte en 6 mois, c'est sympa. Bon bref, donc voilà, 2012,
ImageNet. 2017, on en parle, AlphaGo, les impacts militaires. Puis 2022, ChatGPT. Alors vous allez me dire, oui, c'est un peu has-been ta façon de présenter l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, ChatGPT, puis globalement les IA génératives, ils sont là, ils sont en train d'effacer le passé, en fait, de se positionner en leader sur le marché de l'intelligence artificielle, et puis ça va tout transformer. Les autres applications de l'intelligence artificielle, en fait, on va les mettre au placard, on va plus s'en servir parce que c'est nul, c'est moins bien. Pourquoi tu nous parles pas que de ChatGPT ? Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Les autres applications de l'intelligence artificielle, on va pas les mettre au placard parce que ChatGPT est arrivé. Okay. Si vous achetez, je sais pas moi, une nouvelle scie sauteuse dans votre magasin de bricolage préféré, vous n'allez pas jeter tous vos outils précédents. Okay, parce que vous avez sûrement des outils qui sont très efficaces pour résoudre des problèmes que vous avez. Et surtout, le vrai sujet dont on parle, enfin il y en a plein, mais un des sujets dont on parle très très peu, c'est le coût d'intégration d'une nouvelle application dans un processus existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté à une situation où tout le monde utilise ChatGPT pour écrire sa lettre de motivation pour post-bac. Super, mais c'est une tâche. Ou alors pour écrire son email à son banquier parce qu'on ne sait pas trop comment tourner sa phrase. Ou alors pour générer... Ah bah d'ailleurs, on pourrait les mettre. Ou alors pour générer des illustrations pour une conférence parce qu'on n'a pas envie de les faire soi-même et qu'on est nul en dessin. Ce que j'ai fait, par exemple. J'ai demandé à... Alors, celle de gauche, c'est Dali, je crois. Et celle de droite vient de Stable Diffusion. Donc, qui sont deux IA génératives. Je dis, alors moi, je voudrais bien illustrer ma conf avec un robot qui répare un ordinateur et puis un autre robot qui joue à la marelle. Voilà. Donc, voilà. On peut utiliser aujourd'hui ce genre d'intelligence artificielle générative pour résoudre des petits problèmes. Mais quand il s'agit de les intégrer dans une vraie application, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'organisation, ça nécessite quelque chose dont Nazim a déjà parlé qui est hyper important, c'est-à-dire un moyen de mesurer la confiance qu'on va accorder à cette intelligence artificielle. Bref, c'est ce que j'appelle le coût d'intégration qui, quoi qu'il arrive, aussi brillantes soient ces intelligences artificielles, restera très lourd. Ça, c'est important de le comprendre. Un exemple que je donne souvent pour une espèce de métaphore de l'explication du coût d'intégration, vous savez que les voitures autonomes, les véhicules autonomes de niveau 5, c'est-à-dire ceux qui savent se conduire absolument tout seuls, sans humain dedans, ça existe, hein, ça fonctionne en test, il y en a même qui roulent aux États-Unis. C'est beaucoup plus sûr que ma grand-mère au volant. Non, je vous assure. Ma grand-mère, elle conduit juste pour aller au supermarché d'en face maintenant. C'est beaucoup plus sûr que ma grand-mère au volant. Et pour autant, en France, des grand-mères au volant, avec tout le respect que je dois aux grand-mères de la salle, on en voit plein, mais des véhicules autonomes, on n'en voit pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le coût d'intégration d'un véhicule autonome dans la société, que ce soit le coût de modification de l'infrastructure, l'acceptation du véhicule autonome par la société, la gestion de qu'est-ce qu'on fait s'il y a un accident, la gestion de est-ce que moi, j'accepte d'appuyer sur le bouton de démarrer sur mon véhicule autonome. Tout ça, en fait, on n'est pas prêt. Pour l'intelligence artificielle générative, on est face au même problème. Alors ça va un peu plus vite, pour plein de raisons, notamment des raisons économiques, mais il ne faut pas négliger ce coût d'intégration. Un autre point dont je voudrais parler aussi sur cette intelligence artificielle générative, dont je trouve on ne parle pas ou alors bien trop peu, c'est sa soutenabilité globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé d'entraîner des IA avec des milliards de paramètres, on a expliqué que ça coûtait beaucoup de dollars. Je ne vais même pas essayer de dire des millions ou des milliards, parce que c'est des chiffres qui sont tellement gros que pour moi, ça n'a aucun sens. Il faut des quantités de données incroyables. C'est bon, vous avez saisi l'image générale. Ce qu'on n'avait pas perçu jusqu'à maintenant et qu'on commence à sentir, c'est que l'usage de ces intelligences artificielles, en fait, est fait par des millions, bientôt des milliards d'utilisateurs, des dizaines, des centaines, des milliers de fois par jour. À chaque fois que vous faites une requête à une intelligence artificielle générative, en fait, vous consommez. Vous consommez du temps, vous consommez de l'électricité, vous consommez de la puissance de calcul,
Et donc vous avez un impact environnemental, un impact économique, un impact sociétal, tout ce que vous voulez bien. Et aujourd'hui, cette consommation de l'intelligence artificielle est en hausse constante. Tout à l'heure, j'ai vu dans la fresque le mot exponentiel. Je crois que c'est à peu près juste comme estimation de la hausse de l'usage de l'intelligence artificielle. Il y a une limite, hein. C'est pas magique. La puissance de calcul globale mondiale est limitée. Donc il y a un moment où il va se passer un truc. Soit on n'aura plus de ressources matérielles pour exécuter toutes ces IA, soit on n'aura plus d'argent pour les financer. On a dit tout à l'heure que OpenAI, typiquement, était une entreprise déficitaire. Ils ne vont pas rester déficitaires très longtemps, hein. À un moment ou à un autre, on va commencer à facturer le coût de cette intelligence artificielle autrement qu'aujourd'hui. Et donc toutes ces entreprises qui se lancent dans l'usage de ces intelligences artificielles génératives parce que c'est fabuleux, vont devenir addicts. Encore une fois, je dis ça avec beaucoup de respect, ne vont plus pouvoir s'en passer et vont devoir faire face à des conséquences économiques et énergétiques et environnementales qui n'ont pas forcément saisi aujourd'hui. Un dernier point que je voudrais aborder, et après je laisserai la parole parce que j'adore répondre aux questions du public. Je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant de vous écouter que de m'écouter moi. Le dernier point que je voudrais aborder, Nazim l'a mentionné aussi, c'est la notion de choix. Aujourd'hui, on est un petit peu spectateur. Même nous, hein, qui travaillons dans le métier, on est un petit peu spectateur de l'usage de l'intelligence artificielle et des développements qui ont lieu dans différents pays, en particulier aux États-Unis. Mais vous n'êtes pas stupide, vous imaginez bien qu'il se passe exactement la même chose en Chine notamment, et qu'il y a des développements en Europe, et on décide d'utiliser ou de ne pas utiliser les outils qui sont mis à disposition sur le marché. Vous avez levé la main tout à l'heure, vous avez décidé d'utiliser ChatGPT, d'utiliser Stable Diffusion, d'utiliser Midjourney, d'utiliser je ne sais pas quelle IA générative. Pourquoi vous n'avez pas décidé d'utiliser des alternatives à ces outils, par exemple des alternatives françaises ou européennes, ou des alternatives chinoises, que sais-je? Tout simplement parce que vous répondez à la facilité. Ça, c'est classique. Pourquoi on a tous un téléphone, soit Apple, soit Android, et pas un truc alternatif? Parce qu'au début, on a choisi d'utiliser de l'Apple et de l'Android parce que c'était facile, et qu'on n'a pas laissé la place aux alternatives pour émerger. Aujourd'hui, quand on utilise ces outils, en tant qu'individu, quelque part, on vote, mais on a une voix qui compte pas beaucoup. En revanche, quand on décide d'utiliser ces outils en tant qu'entreprise, quand on décide de les intégrer et d'en faire une proposition de valeur ajoutée dans un produit, on vote, mais on vote pour la société. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment très très important, et que pour l'instant, et je vais reprendre l'expression de Nazim tout à l'heure, hein, pour l'instant, peu de gens, en particulier ceux qui le font, ont le recul nécessaire pour mesurer ce que veut dire choisir tel outil plutôt que tel autre, intégrer tel outil plutôt que tel autre dans leurs produits. Et ça, c'est très important quand on y pense. C'est un peu le rôle des chercheurs aussi d'éveiller, c'est exactement ce qu'on fait là, hein, d'éveiller la conscience collective sur ce sujet. C'est-à-dire que quand on va choisir, par exemple, je suis une petite start-up et puis j'ai un produit, je sais pas, de classification de documents, puis je vais décider de choisir d'utiliser ChatGPT dans mon produit parce que ça va plus vite et que c'est mieux que n'importe quel algorithme que je suis capable d'écrire moi-même. Ben, quand je fais ça, en fait, je crée pas ni de marché, ni d'opportunité pour que des solutions alternatives existent. Je vote. Je participe au débat public. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et là, le seul moyen de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, bah, c'est d'en parler, c'est d'être curieux, c'est de continuer à éveiller son esprit critique, de se poser des questions, d'ouvrir le débat. C'est pour ça que je suis ravie de vous parler ce soir, parce que je pense que c'est important, et pas seulement dans l'enceinte de ce planétarium, mais globalement, d'avoir un débat, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire pour mesurer les enjeux éthiques, environnementaux et sociétaux de l'usage massif de l'intelligence artificielle. On en a parlé dès l'introduction. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très important. Juste pour, encore une fois, prendre une métaphore et essayer de vous faire saisir ce que ça veut dire que d'utiliser, par exemple, ChatGPT,
sur le fait que, enfin, ce que veut dire utiliser ChatGPT sur votre acceptation d'un modèle. Ces modèles, ils sont entraînés avec plein de données, qui sont les données majoritairement d'Internet, et vous pourriez vous dire, ah oui, bah c'est super, parce que Internet, globalement, c'est accessible par tout le monde, donc s'ils sont entraînés avec les données d'Internet, bah, ils sont représentatifs des opinions moyennes du monde. Alors déjà, les opinions moyennes et l'individu médian, ça me pose pas mal de questions. Alors en fait, d'abord, c'est pas vrai. On ne peut pas être représentatif d'une opinion moyenne. Et puis ensuite, il faut vous dire que ces systèmes, ils sont d'abord entraînés. Ensuite, ils sont réentraînés pour résoudre des tâches particulières. On appelle ça du RLHF, c'est-à-dire de l'apprentissage par renforcement avec du feedback humain. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui disent... par exemple, on pose au système la question quelle est la capitale de Paris, puis le système y répond quelle est la population de Paris. Et on dit non, là il fallait que tu répondes quelle est la capitale de la France, là il fallait que tu répondes Paris. Donc il y a des humains qui disent au système quelles sont les bonnes et les mauvaises réponses attendues. Et ces humains, ils sont employés par une entreprise. Et cette entreprise, c'est celle qui produit le modèle. Donc elle donne des guidelines, des directions aux humains en disant bah, ça faut le dire, ça faut pas le dire, ça tu bottes en touche, tu dis que t'es pas apte à répondre et ainsi de suite. Conséquence rigolote, et je terminerai avec cette anecdote, il y a longtemps, je vous dirais en janvier, février, donc on était toujours sur GPT-3 derrière ChatGPT, et je lui dis écris mon discours d'investiture au poste de présidente de la République de France. Et donc il m'écrit un fabuleux discours que j'aurais été très fière de lire. J'ai juste donné ça comme consigne. Et je me suis dit, ah bah mince, alors je vais peut-être y aller parce qu'avec un discours pareil, je suis sûre que je ramasse des électeurs à tour de bras. La dernière phrase du discours, c'était « Dieu vous bénisse ». Épique Époque. Regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps. Des conférences proposées par le Jardin des Sciences en partenariat avec RCF Alsace. Excellent, merci beaucoup Amélie de nous avoir stimulés et puis de nous avoir surtout poussé à réfléchir. Alors, nous allons faire circuler les micros avec Simon et Jean-Yves, puisque c'est génial, vous avez tous respecté le temps de façon formidable. Je vais en profiter pour poser une ou deux questions, parce que moi aussi j'ai des questions. Cybernétique, ça me rappelle en fait ma jeunesse, parce qu'en fait ce mot, moi je l'ai connu quand j'étais encore jeune, tu vois, ça fait quand même 20 ou 30 ans qu'on parle. Et pourquoi est-ce qu'il a été abandonné et remplacé par intelligence artificielle ? Oui, alors c'est une bonne question. C'est-à-dire que le mot est tombé en désuétude, effectivement. Oui. Alors les mots ont une trajectoire curieuse. Alors, en fait, il y a une chose que je n'ai pas dite, que je peux expliquer. J'ai parlé donc de cette fameuse machine de Turing. Donc, ce que j'ai prétendu devant vous, et je ne vous demande pas de me croire, mais plutôt d'aller regarder, c'est que cette machine, Dixit Turing, elle peut faire tout ce que ferait n'importe quelle autre machine, y compris un être humain, en tant qu'il est machinique. D'accord. Bon, seulement cette machine, elle a une spécificité, c'est qu'on parle d'une machine à état discret. Discret, c'est du latin discretum, comme on dit en français, à votre discrétion, c'est à votre choix. C'est-à-dire qu'il faut choisir. Il faut choisir. J'écris un symbole sur la chose, ou j'écris un autre symbole, mais je ne peux pas faire entre les deux. Et c'est ça l'essence de l'informatique. Vous savez que tout se fait avec ce fameux code binaire. Il ne faut pas dire langage binaire, il faut dire code binaire. Le binaire n'est pas un langage, c'est un code, une façon d'encoder les choses. Donc tout se fait avec ce code binaire, et donc on est obligé de choisir. On écrit un 0, on écrit un 1. Peut-être que demain, et l'industrie y travaille, il y aura d'autres puces, d'autres façons de calculer, et c'est en cours dans les laboratoires. Mais aujourd'hui, on en reste là. La cybernétique, elle, telle que l'a popularisée Wiener, partait d'états continus.
Et donc, finalement, on s'est dit, oui, bon, la cybernétique, c'est plus vraiment, je veux que la température de cette salle reste constante, etc. Donc, elle s'est un peu spécialisée sur les états continus et on a laissé tomber l'informatique. Je veux dire, c'est historique. Peut-être que, justement, il serait temps de réhabiliter ce mot. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ? Madame, Jean-Yves, merci. Bonsoir et d'abord merci pour ce brillant éclairage sur l'intelligence artificielle qui m'a ouvert des horizons. Alors je voudrais vous demander une question. Vous avez cité Socrate tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse faire un parallèle entre les craintes des philosophes grecs au moment de l'apparition de l'écriture et de l'enseignement par la lecture et l'intelligence artificielle? Socrate était contre l'enseignement par la lecture et l'écriture. Il disait que les mots sur du papier étaient inertes, c'était un matériel inerte qui n'avait ni nuance ni profondeur et que seul l'enseignement oral permettait de donner un sens aux mots. Il disait aussi qu'il était aussi effrayé par le fait que la diffusion de textes pouvait échapper au contrôle de leur auteur. Et je crois qu'il disait aussi que l'écriture et l'enseignement par la lecture allaient entraîner la disparition de la mémoire. Et je trouve qu'on peut faire un parallèle parce que qui pourrait imaginer aujourd'hui un monde sans l'écriture, sans la lecture, qui a permis quand même de diffuser l'information et qui a permis aussi à ce que des gens qui n'avaient pas accès au discours des philosophes aient accès à la connaissance. Oui, c'est une excellente question. Tu veux y répondre d'abord ? Alors oui, c'est une excellente question. Et oui, le parallèle est totalement légitime. Je ne donnerai pas de réponse, mais je peux donner un exemple de quelque chose qui se passe chez les développeurs aujourd'hui, les gens qui programment les ordinateurs, les logiciels, les applications que vous avez sur votre téléphone. Aujourd'hui, il y a tout un débat autour du fait que il est presque plus facile de demander à ChatGPT d'écrire le code que de l'écrire soi-même. Et souvent, c'est bien fait et c'est plus rapide que de le faire soi-même. Les développeurs dits seniors, ceux qui ont un peu d'expérience, sont très inquiets de ce qui se passe parce que ce qu'ils constatent, c'est que certes, les juniors sont aujourd'hui plus rapides et plus efficaces qu'eux-mêmes pour produire, mais ils sont dans l'incapacité totale de progresser. C'est-à-dire qu'ils sont très bons à programmer des petites portions de code, mais lorsqu'ils doivent prendre un pas de recul, comme ils n'ont pas appris, comme ils n'ont pas échangé avec leur mentor pour comprendre pourquoi on écrivait ça comme ci plutôt que comme ça, et pourquoi tel bout de code marche mieux que tel autre, ils ne sont pas capables de monter la marche d'après. Et ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, des outils comme ChatGPT, mais il n'y a pas que lui, sont des prothèses mnésiques très intéressantes. C'est-à-dire que ça nous aide à être plus rapide, plus efficace, mais ça ne change en rien le processus d'apprentissage. Peut-être que Socrate aurait dit la même chose finalement s'il avait appris à enseigner avec l'écriture et pas contre l'écriture. Nazim ? Oui, moi je trouve que le parallèle tient un peu, mais pas tant que ça. Il ne tient pas tant que ça. Je vais vous dire pourquoi. En fait, comme l'a rappelé, il y a plusieurs raisons. D'abord, une des raisons pour laquelle sur laquelle on peut s'entendre, c'est ce qu'a dit Amélie à la fin de son exposé. J'ai un livre qui est là, il est posé. Je fais le choix de le lire, je le transporte, je vous le prête, etc. Il n'y a rien de comparable avec l'intelligence artificielle. Justement, c'est pour ça que on en avait parlé pendant les préparatifs de cette séance. L'intelligence artificielle, c'est pas une chose que vous avez là et vous la posez, elle s'arrête. Au moment où on parle, il y a des choses qui calculent en permanence des choses. Alors, l'entrée au Jardin des Sciences était gratuite, et si vous aviez dû payer par carte bleue, ça génère tout de suite des instructions à la banque qui génèrent un crédit qui va être compensé entre banques, qui sera donc tout de suite... Vous voyez, c'est ça le système cybernétique. C'est en ça qu'il y avait quelque chose de bon dans ce terme-là. Donc, croire que ces systèmes-là vont rester très sagement là où on les a posés, c'est ça qui me gêne. Alors, il faut imaginer ces systèmes comme quelque chose
qui ne se débranche pas. Hein. Personne ne peut débrancher Internet. Internet a été créé pour ça, pour pas qu'on puisse le débrancher d'ailleurs. Vous savez d'où ça vient Internet, hein. C'est un réseau qui est créé aux États-Unis par des applications militaires, parce qu'il y a la guerre froide et qu'on se dit s'il y a une bombe atomique qui arrive à un endroit donné, il faut qu'on continue à échanger les choses. Donc par essence, ça ne se débranche pas. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle et le système numérique absorbe tout et est tout le temps là et ne s'arrête jamais. Voilà. Donc c'est pas comme un livre, c'est autre chose. Vous voyez, donc en ça, ça marche pas. Mais après, autre chose, je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus strict. Socrate lui-même, ce qu'il disait. Au fond, il n'avait pas tort, parce que vous enseignez n'importe quelle matière, ce que vous voulez, c'est des élèves ou des étudiants qui comprennent et qui sont capables de parler. On dit biologie, géologie, zoologie, il dit la parole. Si vous appliquez strictement, c'est ça le danger de l'écrit, n'importe qui a enseigné, c'est très bien que 3/4 des élèves ou 9/10 vont chercher à appliquer strictement, et comme tu le disais, par exemple pour le codage, mais c'est pour n'importe quelle chose. Et donc je crois que c'est ça que pressentait Socrate, c'est le côté figé de l'écrit. Vous voyez ? Et on peut même penser, puisqu'on parle de RCF, à toutes les différences que la parole sacrée, je pense notamment par exemple, mais c'est aussi valide dans le cas du christianisme que dans le cas de l'islam, quand on se met à ne plus interpréter un texte, à dire ben voilà, le texte il est écrit, il est comme ça. Vous voyez, on a figé quelque chose dans une structure rigide, et on sait très bien que quand on se met à figer les choses, c'est jamais très bon, vous voyez. Alors qu'au contraire, il y a l'écrit en tant qu'il peut repermettre à la parole de se dire, comme un poème. Finalement, si vous lisez un poème, et si le poème n'est jamais dit, il n'est plus poème, quoi. Ouais. Donc moi, je pense que ce que disait Socrate, il faut qu'on l'ait aussi à l'esprit. Merci Nazim d'avoir fait de la pub pour un média qui n'est pas de la lecture, mais qui est de la radio. Et c'est la parole, justement, qui est bien dans la radio. Vous savez que, Paul, moi, j'ai fait des émissions sur RCF. Mais bon. Ah ben voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonsoir. Oui. Moi, j'ai une question sur le rap. Alors voilà, tout ce qu'on a décrit là, c'est un monde connu dans lequel on trouve des solutions plus rapides pour aller d'un bout à un autre, pour exister à l'intérieur de ce monde. Et c'est ce que j'appelle, moi, la culture ou la société. Mais alors, il y a des gens qui sont un peu au bord du monde. Il y a des gens qui se mettent au bord du monde, connus. Pour moi, ce sont les artistes ou les poètes, clairement. Et ces gens-là, ils vont faire des explorations dans l'impensé collectif pour ramener des choses qui vont après être plus ou moins digérées par la société et devenir être qualifiées d'art ou être qualifiées de poésie. Voilà. Mais ce sont des expériences. Il y a parmi nous des humains qui font des expériences un peu borderline, on va dire. Et moi, ce qui me gêne beaucoup avec cette cybernétique, c'est qu'en fait, on est toujours... si on ne se fie qu'à elle pour vivre, en fait, on va rester dans le monde connu. Alors, quid de l'art et quid de la poésie et voilà. Moi, je trouve que cette question-là, justement, c'est... Merci, parce qu'elle dit exactement ce que peut dire l'autre côté du miroir, ou le reflet du miroir. C'est-à-dire, ces êtres cybernétiques, si on comprend comment ils sont construits, effectivement, on comprend tout de suite qu'il manque une dimension de l'être humain. Voilà, c'est immédiat. Mais une chose pour laquelle ce n'est pas si simple, c'est-à-dire, je ne peux pas dire ils ont raté quelque chose, donc on va tout mettre au rencard et on va se mettre à vivre avec les poètes et les artistes. Non. Notre société, elle est éminemment basée sur l'utilisation de la rationalité. Vous voyez ?
Là, je parle sur un micro, il faut que le micro traduise ma voix en signal électrique, qu'il l'envoie sur un truc hertzien, etc. Donc, on vit dans ça. Donc, il ne s'agit évidemment pas de mettre de côté tout ça. On ne peut pas. On est dedans. C'est ce que je vous disais, madame. On est dedans. Et donc, par rapport à cette question, moi, elle m'interpelle énormément. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Socrate. Socrate, on le mentionne pour la question de l'éthique, mais chez Socrate, et en fait chez les philosophes grecs, le juste, le beau et le vrai forment une triade. Ça va ensemble. Et donc, ce que m'a appris mon travail sur l'intelligence artificielle en tant que scientifique, c'est finalement à quel point c'était précieux de réfléchir sur cette union entre le vrai, le beau et le juste, quoi. Voilà. C'est que je pense qu'en tant que scientifique, je ne peux pas me passer des personnes qui vont faire des excursions, effectivement, hors de la rationalité et qui me ramènent des choses de cet univers-là. Je ne peux pas m'en passer. Et je pense que si on devait s'en passer et s'en contenter que des intelligences artificielles, des systèmes génératifs, alors c'est la fin de l'humanité. Voilà, ce n'est plus l'humanité, c'est autre chose. Et donc, on peut doublement remercier effectivement ces personnes qui vont faire ces excursions et qui nous ramènent ce que des systèmes d'intelligence artificielle ne peuvent pas nous ramener. Avec une nuance néanmoins, que je vais dire, c'est que tu as mentionné le jeu de Go. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce qu'a fait DeepMind, la filiale de Google, qui a fait ce programme qui est AlphaGo, qui a battu le meilleur joueur de Go au monde. C'est un documentaire qui est assez bien fait, passionnant. On le suit avec un suspense pour voir si le joueur de Go artificiel va battre ou non. Parce qu'on n'était pas du tout sûr. C'était pas une mince affaire, hein, cette histoire-là. Peut-être tu pourras expliquer les détails, mais c'était pas du tout gagné par avance. Eh bien, le joueur de Go a pris tout le monde par surprise. Il a fait un coup complètement inattendu. Et là, les commentateurs professionnels disent « Ah, un gros bug, le joueur de Go s'est complètement planté, il a fait n'importe quoi. » Bon, et la partie continue. Et au bout de 20 ou 30 coups après, le joueur professionnel abandonne. Et donc, les machines aussi, parfois, génèrent de la surprise. Et ça, c'est dit déjà par Turing lui-même. Donc, ce qui est intéressant, il ne faut pas penser aussi qu'une machine n'est que la répétition. En revanche, là où je suis d'accord, c'est qu'elle n'est que dans la rationalité. Une machine, c'est fait par un système rationnel. Et un être humain a cette capacité, ou peut-être pas capacité, il ne faut pas dire capacité, à ce don, voilà, je vais appeler ça un don, d'aller en dehors de la ratio, des strictes limites de la raison humaine. Juste pour rebondir sur le joueur de Go, qui a fait un coup surprenant, il a fait un coup surprenant, mais légal. Il a fait un coup de Go. Il n'a pas dit moi je me casse, je vais faire de la peinture parce que tous ces journalistes, ça me stresse. Et ça, c'est très important. Moi, je suis très pragmatique avec l'intelligence artificielle, malgré tout ce qu'on en dit aujourd'hui. On parle de programmes qui sont conçus pour évoluer dans un cadre. Ils peuvent nous surprendre dans ce cadre, mais pas en dehors. Et pour moi, la différence, alors le don, je ne sais pas comment il faut l'appeler, la faculté, que sais-je, c'est cette transversalité que nous, on a, et que ces machines n'auront pas, quoi qu'il arrive. Mais en quoi, justement, comment on peut l'appeler tu vois, Amélie, on est embarrassé. Parce que si tu l'appelles faculté, immédiatement, tu vas vouloir la quantifier, cette faculté. Tu vas faire des expériences, tu vas payer des psychologues, des neuros, je sais pas quoi, des gens qui vont te mettre un IRM et ils vont voir d'où tu tires ta faculté. Et une fois que tu as fait ça, tu as perdu la partie. Parce que finalement, les scientifiques vont être capables de reproduire cette faculté. Mais je crois que la faculté, comme tu le disais, qui n'est pas reproductible, c'est de mettre tout ensemble. C'est-à-dire toutes les dimensions au même moment.
Alors, il y a par exemple une petite chose qui moi, me tient à cœur. Tout à l'heure, Amélie, j'ai sauté évidemment des décennies, et donc tu as bien fait de rappeler les étapes. Mais un microprocesseur calcule avec plusieurs milliards d'opérations par seconde. La fréquence d'un microprocesseur, ça se compte en gigahertz. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le microprocesseur, tout système artificiel, n'a pas du tout le même temps que nous. Ils vivent dans un temps totalement autre. Donc ils donnent l'illusion, même quand ils parlent à notre rythme, c'est vraiment que c'est une éternité pour eux, quoi, entre guillemets. Vous voyez? Donc l'être humain, justement, il est être humain en tant qu'il a plusieurs échelles de temps qui coexistent tout le temps en lui. Hein, on est là dans le temps du débat maintenant. Il y a le temps de la journée, on sait qu'il est 19h, 19h30, on commence à avoir faim. Il y a le temps du mois, on sait qu'il y a l'automne, et tout ça a du sens pour nous. Il y a le temps de l'année, on est en 2023, qu'est-ce qui va se passer en 2024? Il y a le temps du siècle, on a parlé des siècles précédents, il y a peut-être le temps de l'éternité, qui veut dire quelque chose pour l'être humain, je ne sais pas si ça peut vouloir dire quelque chose pour une... Vous voyez? Et c'est ça la richesse humaine. Et donc, qu'y a-t-il de l'autre côté du miroir? Moi, toujours, je vois qu'est-ce que j'apprends sur l'être humain. Et pour moi, l'être humain est un être qui est dans le temps. La machine n'est pas dans le temps. Merci Nazim. Et vous parliez tout à l'heure de la fragilité de l'humain. Et ça, c'est très intéressant parce que ça fait une distinction cruciale. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que Internet bug une fois sur deux. Comme chacun d'entre nous, on est capable de bugger une fois sur deux dans certaines circonstances. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais est-ce que ces cyberprogrammes n'utilisent que des informations qu'on leur a données d'une façon rapide et très intelligente, donc ce serait que des copycats en fait? Est-ce qu'ils pourraient créer quelque chose qui n'existe pas ou qu'on ne leur a pas donné en information? Tu veux commencer? Alors, en bonne normande, oui et non. Alors, Timid Gebru, qui était chercheuse chez Google et qui a beaucoup travaillé sur les systèmes dont on parle aujourd'hui, emploie l'expression perroquet stochastique pour en parler. C'est-à-dire qu'elle explique que, et on est nombreux à le faire, que ces systèmes, en fait, il faut comprendre. Alors, donc là, on va parler des IA génératifs. Pour remettre dans le schéma global, l'IA numérique, l'IA générative, donc c'est des IA qui sont entraînées à partir d'une grande quantité de données, et leur job, pour simplifier, c'est de prédire quel est le prochain mot qui ferait du sens. Je simplifie outrageusement. Par exemple, si je vous dis « bonjour, comment ça ?», a priori, le mot suivant, c'est « va ». Okay. Et pour prédire quel est le mot suivant qui fait le plus de sens, en fait, ces IA ont été entraînées en lisant beaucoup de textes. Et comme dans la majorité des textes, c'est « bonjour, comment ça ?» et ben, ça finit par « va ». Ou le roi est là, reine, a priori. Donc, en ce sens, on peut dire oui que ce sont des modèles qui ont été entraînés avec beaucoup de données et qui ne font que prédire des choses qu'elles ont déjà vues. Là où c'est discutable, c'est que, là je vous ai expliqué un modèle très très simple. En pratique, on parle d'architecture de ces modèles, c'est-à-dire qu'on va combiner plusieurs stratégies, et lorsqu'il va s'agir de prédire le prochain mot, on ne va pas aller chercher un mot qu'on a déjà vu, mais un mot par exemple qui ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. Donc par exemple, le roi est là, sœur de la reine. Voilà, ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. Donc en faisant ça, on fait des systèmes qui sont capables d'un petit peu de créativité. Mais c'est toujours de la créativité guidée par le processus. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour répondre à votre question. Oui, merci beaucoup. On a beaucoup abordé le phénomène de l'envahissement de l'intelligence artificielle, mais quelle est la possibilité que cette intelligence artificielle interagisse avec le pouvoir et finit par prendre le dessus? Quelles sont vos pensées dans ce cadre-là?
Ouais, je dirais, je vois pas pourquoi vous parlez au futur. Enfin, c'est déjà le présent. Alors, vous avez entendu parler, je sais pas moi, par exemple, du scandale de Cambridge Analytica. Vous savez que lors de l'élection de Donald Trump, il y a eu des documents, enfin, c'est documenté, c'est avéré, des manipulations de masse. Du fait qu'on extrayait les comptes Facebook, genre, je sais pas si c'est Facebook, oui, des gens qui étaient un peu tangents. Alors on sait très bien que si vous étiez pour Trump, ça valait pas le coup de vous démarcher. Si vous étiez très contre, ça valait pas le coup. Mais par contre, si vous, en analysant votre profil et vos goûts et tout ça, on trouvait des corrélations qui laissaient penser que peut-être vous étiez hésitant, eh bien ces gens-là ont été ciblés par des campagnes d'information. Donc il ne faut surtout pas parler au futur, il faut parler au présent. C'est maintenant que ça se passe. Et vous ouvrez Le Monde du 2 ou du 3 octobre, c'est-à-dire là on est le 5 octobre, il y a 2-3 jours, vous allez voir que la question de l'intelligence artificielle est devenue un facteur clivant de la classe politique française. Oui. Notamment le parti du Rassemblement national qui était plutôt contre traditionnellement et qui maintenant, et certaines personnes qui commencent à dire ah bah oui, il ne faut pas laisser ça aux autres, mais il faut quand même s'y intéresser, etc. Donc il y a évidemment des interactions très très fortes entre les personnes qui développent ça et le pouvoir politique. Alors est-ce que les systèmes vont prendre le dessus? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Encore une fois, si ce serait accordé vraiment une volonté de ces systèmes-là. Mais non. Ouais. Mais en tout cas, ils sont utilisés pour. Juste pour compléter, c'est là que... Enfin, je vais revenir sur des choses qu'on a déjà dites, mais qui sont essentielles. C'est là que la notion de sens critique et de vocabulaire prennent tout leur sens. Le sens critique, parce que nous, en tant qu'individus, on doit se poser les questions quand on regarde des contenus sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les journaux, où vous voulez. C'est vraiment très important, et la notion de vocabulaire est très importante parce que c'est pas l'intelligence artificielle qui joue dans la sphère politique ou qui prend le pouvoir. Ce sont les personnes qui décident d'utiliser les capacités de l'intelligence artificielle pour avoir un impact dans un sens ou dans un autre, dans la sphère politique, dans le pouvoir, dans la géopolitique, j'en passe, c'est des meilleurs. Et c'est vraiment très très important de le comprendre parce que j'en reviens à ma question de choix et de vote tout à l'heure. L'IA se lève pas le matin en se disant tiens, Biden je l'aime pas, je vais le destituer et organiser des nouvelles élections aux États-Unis parce que j'en ai ras-le-bol de générer des images de robots. C'est pas ça qui se passe. Il y a des gens derrière. Oui, si je peux ajouter quelque chose par rapport à cette question politique qui est pour moi très importante, c'est qu'il y a quand même une pression du monde. Le monde politique est sous pression. Et c'est aussi pour ça qu'il va utiliser la chose. Vous voyez, tout à l'heure, je ne sais plus de quoi on parlait, mais il faut aussi comprendre... Oui, voilà, on parlait de la vulnérabilité. Je pense que nous aussi, en tant que personnes qui ne supportons pas la moindre défaillance, nous appelons par notre propre comportement le fait que les hommes politiques se calquent sur des recettes toutes faites. Vous voyez ? Je ne sais pas, penser au problème des masques pendant la crise Covid. Alors, on sait maintenant que c'est avéré que les masques étaient utiles, mais on nous a dit « oh, on ne sait pas trop », etc. Mais c'est aussi parce que nous ne tolérons aucune défaillance de la classe politique aussi, que la classe politique joue ce jeu de chercher toujours à se protéger, à manipuler, et ainsi de suite. Donc, je crois qu'en miroir, ça nous renvoie aussi la relation que nous avons aux hommes politiques. Quand Paul, tu parlais de l'individu moyen, qui ne s'est jamais comparé à un individu moyen ? Moi, je sais pas, moi, je suis plus petit que la moyenne. Je dis pas que ça m'obsède tous les jours, mais on se dit toujours, est-ce que je suis pas plus petit que la moyenne, plus fort, plus ceci, plus en forme, etc. On se compare tous à la moyenne, vous voyez ? Et c'est en ça que ces systèmes-là, chaque fois qu'on va se comparer à la moyenne, ils vont tirer profit. Parce qu'ils sentent une faille dans notre ego
et ils viennent combler cette faille-là. Donc notre travail aussi, c'est d'accepter notre faiblesse, notre humanité, y compris avec la place politique, que quand un homme politique se trompe et ne sache pas, il dit je sais pas, je me suis trompé. Alors, si on veut avoir le temps de voir encore les images de Violaine, est-ce qu'il y avait encore une question là, oui, ça va être compliqué. Allez, encore une. Désolé, c'est... Et sinon, vous la poserez après. Oui, alors prenez les deux. Allons-y, tiens. Très bien. Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, Monsieur Nazim, vous nous parliez de remplacer ce terme intelligence qui pose problème. Et moi, je voudrais savoir ce que vous pensiez du terme de, entre guillemets, raisonnement pseudo-intelligent, étant donné que nous, notre intelligence en tant qu'être humain, elle va aussi entrer en contact avec une notion de morale, de sens critique, qui vont être développées par nos expériences passées, notre quotidien, ou encore la notion d'imaginaire, qui va aussi être relative au cerveau humain. Et donc, moi, je me demandais ce que vous pensiez du terme de raisonnement pseudo-intelligent, donc que l'IA qui va être influencée par les informations qu'on va lui donner. Pour ma part, du coup, j'aimerais rebondir sur la notion de choix et de facilité, puisque c'est vrai qu'on est beaucoup à avoir pris par facilité, d'avoir fait le choix d'utiliser par exemple ChatGPT ou encore le logiciel de Google, Bard, de Yammer, de Meta. Et du coup, pour devenir un utilisateur responsable de l'IA, qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme autre IA génératif à alimenter peut-être des IA open source ou de start-up françaises, ou je ne sais où. Enfin bref, merci. Vas-y, tu veux prendre dans quel sens? Je te laisse. Alors j'ai la lourde charge de commencer à répondre aux deux. Alors, je vais commencer par le facile, le pragmatique. Qu'est-ce que je conseillerais en ce moment, il y a plein de modèles qui sont en cours de développement ou qui ont déjà été développés. Je pense notamment à Bloom, qui est une IA générative française. Il y a une start-up qui, sans mauvais jeu de mots, a le vent en poupe, qui s'appelle Mistral AI aussi, qui est à suivre. Et puis globalement, ce qu'il faut, c'est surtout se tenir informé. Alors, en France, il y a des associations qui parlent de l'intelligence artificielle. Il y a un média qui est très très bien fait. J'ai aucune action dedans, donc je peux me permettre, qui s'appelle Actu IA, qui donne souvent pas mal de références sur les IA libres, open source ou à minima souveraines. Et un autre conseil aussi, c'est de suivre très près l'actualité de la Commission européenne, qui est très engagée sur l'IA souveraine et responsable et qui publie souvent. Alors, on parle beaucoup dans les médias de l'AI Act, parce qu'évidemment, c'est le pilier politique majeur auquel tout le monde s'intéresse parce qu'on parle de réglementation, mais de manière plus concrète, ils produisent beaucoup de documentation, d'articles de blog qui donnent des recommandations en fait, qui ouvrent aux alternatives. Donc voilà, mon conseil, c'est de rester informé, de fuir comme la peste les influenceurs de l'IA, les 10 voix qui comptent sur LinkedIn ou que sais-je, qui ne vont vous expliquer que les nouveautés de ChatGPT et Stable Diffusion, parce que c'est ça qui fait parler, et d'aller chercher un petit peu plus de l'information fiable. Voilà pour la question, j'espère que ça vous aide. Et alors moi je vais commencer sur la question du raisonnement. J'aime beaucoup, moi, la notion de raisonnement, mais la limite... Alors, le raisonnement, c'est ce qu'on a fait pendant 30 ans en intelligence artificielle. Les systèmes symboliques font majoritairement du raisonnement. Le problème, c'est que c'est trop restrictif. On ne fait pas que raisonner. Lorsqu'on parle de perroquet stochastique, on dépasse le cadre du raisonnement pour aller vers la statistique. On pourrait discuter de est-ce que accepter la statistique, c'est raisonner. On en a discuté en préparation. Mais en tout cas, c'est une perspective intéressante. Au-delà de trouver le terme qui peut remplacer intelligence dans l'intelligence artificielle, la première étape, c'est juste de le contester. Et ça, c'est déjà beaucoup. Oui, alors moi je ne suis pas aussi pointu sur les outils comme l'a dit Amélie. Donc moi, j'ai rien à proposer, vraiment rien. Vraiment rien. Ce que j'essaye de faire de temps en temps, on a parlé par exemple du fait d'avoir Android et Apple, tout ça. J'ai essayé
sortir un peu des clous, mais c'est vraiment galère, quoi. C'est très très galère, donc ça prend beaucoup de temps de sortir des clous, d'installer F-Droid, des trucs comme ça. Donc si vous avez du temps, faites-le, vous allez vous amuser, mais vous pensez pas que vous puissiez lutter. En fait, mon truc, c'est plutôt de se détendre. Voilà, de se détendre. C'est-à-dire laisser les choses suivre leur cours. Vous pourrez pas lutter contre Google, vous pourrez pas lutter contre tout ça. Donc, il faut soigner votre être, en fait. Voilà. C'est-à-dire ne pas être trop contre la technique et ne pas être trop pour. Être détendu. Quand vous montez dans une voiture, vous n'êtes pas trop crispé, vous n'êtes pas trop détendu. Donc c'est la même chose, à mon avis, que les outils informatiques. Faut pas en faire des sujets de crispation, s'y intéresser et questionner. Voilà, c'est déjà beaucoup. Mais surtout, c'est comprendre à quel point notre société est efficace parce qu'elle repose sur les outils de la raison et de la statistique. Voilà. Voilà. C'est une fois qu'on a déterminé ça, on se dit ah oui, en fait, il y a plein de choses, j'ai plein d'avantages. Je me lève le matin, j'ai pas à aller chercher l'eau dans au puits, j'ai mon chauffage, j'ai ceci. Je suis venu ici en tram ou machin. Même un vélo, qui est un instrument sympathique. Bah, je sais pas si vous serez capable de construire un vélo par vos propres mains, mais c'est quand même difficile, quoi. Donc, et ainsi de suite. Donc, questionner la technique en tant quelle technique nous voulons pour notre monde et comment on habite le monde. Et donc, essayer de cultiver ce que disait la personne qui intervenait, c'est-à-dire cultiver l'art d'aller regarder ailleurs, quoi. Et là, quand vous allez regarder ailleurs, vous allez trouver quelque chose de fantastique, quelque chose qui s'ouvre à vous, un don. Hein, vous direz je les ai bien eus parce que ça, ils sauront pas le trouver, vous voyez. Je ne sais pas si c'est dans les musées, je ne sais pas si c'est dans la nature, je ne sais pas si c'est dans l'amour, où ça se trouve, cette chose-là, peut-être, ou même dans la spiritualité, mais c'est à ce moment-là qu'on se dit j'ai fait quelque chose de bon. Mais il ne faut pas être trop crispé dans la lutte. Quant à l'utilisation de raisonnement pseudo-intelligent, alors raisonnement, oui, 10 fois oui. Moi, je pense que raisonnement est bon si on ne l'entend pas de façon trop étroite. Effectivement, il ne faut pas entendre A implique B implique C, mais plutôt l'entendre dans cette histoire de l'Occident, qui est l'histoire de la ratio, de la raison, quoi. Vous voyez, je sais pas, pensez à Kant, pensez aux Lumières, pensez à tout ce qui fait la fierté de la France. C'est quand même un moment en France, on a fait des temples de la raison, hein, faut pas oublier. Hein. Donc, l'intelligence artificielle est peut-être l'aboutissement de cette déification de la raison. Mais maintenant, vous dites pseudo-intelligent, donc vous collez déjà, je ne sais pas qui avait dit ça, c'était vous. Vous collez déjà un jugement négatif. Là aussi, peut-être que si vous dites pseudo, tout de suite vous avez décidé que ça ne l'était pas. Peut-être il faut laisser ouverte la question. Laisser les choses ouvertes, c'est peut-être la meilleure chose, à mon avis, pour ne pas le faire. Parce que si vous vous braquez trop, on va dire « Ah oui, mais il ne comprend pas, il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est un algorithme, il ne sait pas ce que c'est qu'un système d'apprentissage, etc. » Donc vous ne serez pas écouté. Donc il faut faire un jeu d'équilibriste, à la fois dire oui et à la fois dire non. Merci. Alors là, on est nettement en retard. Est-ce que Violaine peut nous projeter les images ? Ah, alors, ça, c'est la première avec Nazim. Est-ce que, Violaine, vous pouvez nous dire 2-3 mots sur ce que vous avez voulu dire ? Bonsoir. Merci pour cette conférence qui était fort intéressante. Alors moi, je ne suis pas une intelligence artificielle, donc je n'ai pas la capacité de tout enregistrer avec ma main. C'est un peu le but aussi, c'est qu'il y a une partie assez subjective entre ce que j'ai le temps de prendre et ce qui m'intéresse aussi, tout simplement. Voilà, j'ai essayé de retranscrire un peu déjà les grands noms qui ont été à l'origine de cette pensée.
Il y a eu plein de choses aussi qui m'ont intéressée sur notamment le fait de questionner l'IA, d'où le fait que j'ai représenté cette main qui tente de toucher quelque chose d'assez abstrait, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous c'est très abstrait. Voilà, et j'ai en tant que dessinatrice la question de l'humain qui va ramener de l'inexploré, de l'inconnu m'a aussi intéressée, donc je l'ai noté. Voilà, il y a une autre planche qui a été aussi produite parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. J'ai fait un petit dessin un petit peu plus comique sur le fait que l'IA est partout dès qu'on sort son téléphone, voilà, des choses comme ça. Et j'ai essayé de retranscrire aussi un peu les questions qui se sont posées, notamment sur est-ce que c'est la même révolution que l'écriture, qu'est-ce que ça suppose comme changement aussi. Voilà. Après, je vois. Ben c'est super, hein, parce que ça fait un très bon souvenir. Alors, pour information, hein, ces images seront déposées sur le site du Jardin des Sciences. Hein, je pense qu'il y aura un retour. Et donc, vous pourrez les retrouver pour pouvoir vous remémorer tout ce qu'on a pu dire ce soir. Nous allons devoir arrêter cette rencontre parce que nous avons des instructions pour la sortie du bâtiment dans les temps prévus. Donc, merci, d'abord un grand merci à vous tous et toutes. Et surtout, vu la participation que vous avez manifestée par vos questions, merci à nos invités, parce que bravo pour avoir fait ça dans un temps relativement court. On a eu énormément d'informations et surtout des questions profondes et qui peuvent nous faire réfléchir sur le temps. Merci aux techniciens qui ont assuré la technique et qui ont fait que ça a tout bien marché comme il faut. Je vous rappelle que c'était une grande première, hein, qu'on n'avait jamais fait. Donc maintenant, on sait que ça marche et qu'on va pouvoir le refaire. C'est d'ailleurs pour ça que je vous invite à notre prochain rendez-vous qui sera le jeudi 2 novembre. Et la question sera totalement différente, ça n'aura rien à voir. C'est « Guérirons-nous un jour du VIH ?» Donc là, on sera dans la biologie, dans la médecine, mais je pense qu'on devrait avoir des choses aussi passionnantes qu'aujourd'hui. Bonne soirée à tous, bon retour et à bientôt.